Bonjour Yvonique. Bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui au sein de notre showroom. Vous êtes directeur général de l'association AgriSud, la petite ONG d'une grande cause. Dites-nous un peu plus sur cette association. Si on parle un peu d'histoire, il faut remonter 30 ans en arrière, dans les années 85-86, et ça part d'un homme, Jacques Baratier, qui était un industriel. On est dans un monde de l'industrie aujourd'hui, un industriel dans les papeteries de Gascogne, et un homme qui, à la fin de sa carrière, voulait apporter sa contribution au problème de développement, et s'était rendu compte, en parcourant l'Afrique centrale en particulier, qu'il y avait finalement bien peu d'esprit d'entreprise entrepreneuriale au niveau des populations. On ne parle pas ici des usines, des brasseurs, etc. On parle des populations. Alors que dans ces pays-là, beaucoup de pauvreté, de précarité, beaucoup d'importations alimentaires. Il s'est dit, mais pourquoi, bon Dieu, il aimait bien dire ça, pourquoi, bon Dieu, n'y a-t-il pas de petites entreprises, d'esprit d'entrepreneuriat qui permettrait à ces populations en précarité de créer leur propre entreprise. Oui, parce que les ressources étaient là, la terre. Et de satisfaire au moins une partie de ses besoins alimentaires et de réduire d'autant la balance des importations. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'AgriSud. Dans un premier temps au Congo, ça s'appelait AgriCongo. On a travaillé pendant 5 ou 6 ans pour finalement expérimenter, mettre en œuvre cette idée-là en situation réelle. Jusqu'en 1992, on a été, puisque ça marchait bien, appelé par d'autres pays, on a créé donc AgriSud International, basé en Aquitaine, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, où on a notre siège. Et c'est de là qu'aujourd'hui on travaille, on rayonne, si je puis dire, dans nombreux pays, puisque jusqu'à présent on a travaillé dans 24 pays, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, pour pouvoir justement dérouler des programmes d'appui à la création de très petites entreprises pour des personnes en précarité, bien accrochées aux marchés locaux. Et ça, c'est très important pour nous. Jacques Baratier dit toujours, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de valorisation sur le marché. Où est le marché? Et à partir de là, comment organiser la rencontre entre des personnes en précarité et un marché solvable. Et organiser cette rencontre, ça veut dire imaginer le modèle, en quelque sorte, de petite entreprise agricole, familiale. La dimension est définitivement familiale. On n'est pas dans l'agriculture industrielle ou autre, ou même dans la grosse entreprise. On est vraiment à l'échelle de la famille. Et pour pouvoir proposer donc un modèle d'agriculture qui s'adapte à la capacité de ces personnes, donc ce qui suppose tout un accompagnement qui prend quelquefois du temps. Si on fait du maraîchage, ça peut être assez rapide, ça peut durer 1 an, 2 ans, mais si on fait du vivrier, si on fait de fruitier, etc., ça peut être beaucoup plus long. Et la spécificité de ces TPE, c'est qu'elles sont volontairement économiques, parce qu'il n'y a pas de développement et de pérennité s'il n'y a pas d'économie derrière. On a les 3 aspects un peu de développement durable, c'est-à-dire l'aspect économique, l'aspect environnemental et l'aspect social. Bien sûr, et sur l'aspect environnemental, justement, elles sont, ces TPE, on les appelle comme ça, des TPE, agroécologiques. Alors on n'est pas... c'est pas venu naturellement comme ça. En fait, on en a fait progressivement sans trop le savoir. Et quand il y a une dizaine d'années, tout le monde parlait d'agroécologie, on s'est dit, mais après tout, c'est bien ce que l'on fait. Et on a capitalisé. On a fait des manuels, des guides, ou un guide en tout cas, avec des possibilités de formation derrière, des guides agroécologiques, pour promouvoir ces bonnes pratiques et qui sont autant de clés pour assurer justement l'autonomie de la production, l'indépendance et souvent ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience par rapport à des problèmes de changement climatique qui sont réels aujourd'hui, mais pas que, parce que dans ces pays-là, il y a aussi des bouleversements socio-économiques qui font qu'aujourd'hui, l'activité agricole peut être très précaire si elle n'est pas ancrée sur quelque chose qui soit durable. Or, si on inscrit ces activités dans une dépendance aux importations d'engrais, de pesticides, que sais-je, de semences importées,
ben, si les filières sont malmenées, pour les raisons que j'évoquais, ça peut mettre en péril l'activité. Alors qu'il existe un potentiel, un vrai potentiel dans la nature, qu'il faut savoir observer, et c'est ce que faisaient nos anciens finalement. Hein. C'était l'agriculture-élevage, c'était les haies dans les champs. Donc vous apportez ce savoir-faire avec... Voilà. Et un savoir-faire qui existait aussi dans ces pays-là, et qui existe encore de façon un peu partielle ou parcellaire, mais qu'il faut savoir, après le passage de toute cette... ce bourrage de crâne auquel on a certainement participé il y a bien des années, hein, sur un modèle agricole différent, hein, qui ne peut exister que si on amène des engrais, des pesticides. Non, voilà, on a vu les limites de ce système un peu extrême, hein, qui a malmené finalement les sols, mais surtout qui a malmené les paysans en tant que tels. Il faut savoir revenir à des choses de bon sens. C'est ça, finalement, AgriSud n'invente rien, mais revient à des bases qui sont plus pérennes. L'agroécologie, en effet, c'est du bon sens, et AgriSud, c'est d'essayer de repérer ce bon sens qui existe bien souvent, et de l'enrichir avec de l'innovation, parce qu'il faut aussi savoir utiliser et valoriser la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'organisations de recherche, et nous-mêmes, dans les pays où nous intervenons, nous pouvons aider à enrichir en venant d'autres pays, aller chercher dans d'autres pays, donc des savoir-faire qui permettent justement de mieux construire des modèles localement et qui tiennent compte de ces contraintes locales. Alors oui, nous avons actuellement 250 salariés à peu près. Hein. Alors ce ne sont pas que des expatriés, hein, puisque... Tout le monde n'est pas sur le terrain. Non, sur le terrain, l'essentiel est sur le terrain, puisque au siège nous sommes 8, basés à Libourne, et les autres sont évidemment sur le terrain avec une quinzaine d'expatriés, dont la moitié de volontaires. D'accord. Et les autres sont des collaborateurs locaux, des Haïtiens, des Sénégalais, des Malgaches, etc., qui sont des ingénieurs, des économistes, des formateurs, des comptables, tout ce qu'il faut pour constituer des équipes qui vont mettre en œuvre des projets. D'avoir ce savoir-faire local aussi, d'avoir des gens qui connaissent les territoires, leur pays, c'est essentiel. C'est essentiel parce que nous-mêmes, en tant qu'AgriSud, ne connaissons pas ces contextes-là. Donc il faut savoir trouver la ressource humaine locale qui connaît ces contextes et qui est capable aussi d'apporter cette valeur ajoutée. Et au-delà, on travaille aussi avec des partenaires ONG, nos partenaires ONG locales, que l'on va associer dans la mise en œuvre des projets et qui vont être très utiles dans la phase de l'après. Parce qu'une fois qu'on a mis en œuvre ce projet, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se cale sur les délais des bailleurs de fonds, comme on dit, hein. Mais après, comment on fait pour pérenniser les actions? Et c'est là qu'il faut savoir transférer ces savoir-faire à des partenaires locaux qui vont pouvoir prolonger et pérenniser ces actions. Et les dupliquer si besoin. Après, ils ont le savoir-faire. Et pour... Alors ces actions, je peux en parler parce que très concrètement, l'idée c'est de pouvoir identifier. Alors on n'y va pas tout seul, hein. En général on est appelé par des partenaires. Pour le cas de l'exposition ici, on a pris l'exemple de Haïti, du Sénégal, du Laos, de Madagascar. Exactement. Dans 3 cas sur 4, ce sont des projets qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme de coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine, d'où on vient, et une région malgache, une région haïtienne, une région sénégalaise. Et on est sollicité en fait pour proposer, après avoir été sur le terrain, analyser le contexte de précarité. C'est comme ça que vous identifiez les projets. On peut identifier en fonction des marchés, en fonction du potentiel humain, en fonction du potentiel aussi économique, institutionnel et du potentiel physique de l'agriculture traditionnelle, comment elle peut évoluer. On va pouvoir identifier, imaginer le modèle de TPE qui va pouvoir être mis en place pour amener des populations en précarité vers ces marchés. Sachant que, pour l'essentiel, ces personnes sont déjà des agriculteurs, mais qui travaillent dans des conditions très pauvres, très précaires, pour des raisons d'appropriation ou de foncier, en quelque sorte. Elles ne possèdent pas ce foncier, donc
Je pense aux maraîchers, ils peuvent être mis dehors du jour au lendemain pour des raisons d'accès au marché, parce que les plus gros sont là et empêchent souvent les plus petits d'y accéder pour des raisons techniques. Elles n'ont pas, ces personnes, ou ils n'ont pas, ces paysans, accès aux techniques qui conviendraient au contexte dans lequel ils interviennent, et tout simplement pour des raisons de formation, d'accompagnement, de suivi, de sorte qu'ils se sentent à l'aise dans le développement de leur activité. Donc, c'est cette identification que l'on fait dans un premier temps qui conduit à une étude de faisabilité. Et sur ces bases-là, donc, nos partenaires, des régions Nouvelle-Aquitaine, des régions locales, mais aussi d'autres bailleurs de fonds qu'on va pouvoir mobiliser. Je pense à l'AFD, Agence française de développement, qui est l'outil financier de l'aide au développement française. Vous rassemblez un peu, vous faites effet de rassemblement. On essaye de constituer comme ça des cofinancements et aussi avec des fondations ou des entreprises comme l'SDH, donc de constituer des financements qui vont permettre de conduire des programmes plus ou moins importants. Ça peut être 30, 40, 50, 100, 1000, 2000 bénéficiaires, comme on dit, qui vont être accompagnés pendant plusieurs années dans la dans la création ou le renforcement de très petites exploitations agricoles, durables, économiques, agroécologiques et bien ancrées sur les marchés locaux. Que de façon à ce que ce soit pérenne et que ça dure dans le temps. Ces modèles-là, finalement, vous les créez, vous faites partie du coup d'une espèce de rassemblement. Et AgriSud apporte du coup des connaissances en matière d'agroécologie. Et finalement, vous êtes confronté à quoi? Comment vos compétences sont challengées, on va dire, sur le terrain? Vous êtes confronté à des effets de changement climatique, à une pollution des sols. Quels sont les challenges qu'à chaque fois que vous devez relever sur le terrain? C'est ce que je disais à l'instant. La première étape, c'est justement de diagnostiquer non seulement les difficultés, mais aussi les leviers qui vont permettre justement sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre ces projets. Et c'est vrai que dans un contexte donné, il y a des contraintes physiques, la qualité des sols, qu'il est difficile de combattre. Dans des contextes comme Haïti ou Madagascar, quelquefois, ce sont des zones qui ont subi les effets du changement climatique, la surexploitation des sols pour X raisons, la dévastation aussi par... Les catastrophes naturelles comme Haïti. Les catastrophes naturelles, donc tout ça fait qu'à un moment donné, ces sols, il faut les reconstituer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de fertilité du sol. Bien sûr. C'est vraiment la base de l'agriculture. Moi, j'aime bien citer mon grand-père qui me disait le secret de l'agriculture, c'est 1, le fumier, 2, le fumier, 3, le fumier. Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas suffisant. S'il n'y a pas d'eau pour les plantes, voilà, il n'y a pas d'agriculture. S'il n'y a pas de j'allais dire de gaz carbonique, c'est Marc Dufumier qu'on a entendu récemment, qui est un grand ponte de l'agroécologie, qui nous rappelait que finalement l'énergie dont on a besoin, nous, lorsqu'on se nourrit, elle vient du soleil dans un premier temps. C'est cette énergie qu'on va les capter, et c'est la plante qui l'absorbe. On revient aux fondamentaux finalement. Absolument, parce que... qui l'absorbe, mais la plante a aussi besoin de gaz carbonique, de carbone, pour transformer ce carbone en hydrate de carbone, qui va faire l'amidon, qui va... Bon. Donc tout ça, on a besoin globalement d'énergie du soleil, on a besoin de carbone, et on a besoin d'eau. Parce que la plante a besoin, pour se développer et pour aller chercher ce carbone et cette énergie, d'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, la plante, contrairement à nous, quand il fait très chaud comme aujourd'hui, je rappelle, c'est une forte journée de canicule, exactement. Nous on sue, donc on évacue cette eau. La plante va arrêter d'évacuer et elle va se mettre dans une situation au contraire de conservation si elle sent qu'il n'y a pas ou très peu d'eau autour d'elle. Elle va fermer ces orifices qui permettent l'entrée justement du gaz carbonique. Et la plante, elle va se rabougrir, elle va attendre que ça se passe. Donc, et nous, on meurt, simplement, si on ne s'hydrate pas. La plante ne va pas s'hydrater, elle va se mettre en attente d'hydratation. Donc l'eau est essentielle, bien entendu, tout comme la qualité, comme la fertilité du sol, et comme tous ces éléments qui font que
On ne peut pas faire d'agriculture dans des bonnes conditions si on n'a pas ça. D'agriculture et même d'activités autres, parce que je pense à nous, notre exemple, c'est vrai qu'on parlait d'eau, donc qui est une ressource vitale. Le jour où nous aussi ici on n'a plus d'eau, notre activité s'arrête du jour au lendemain, parce qu'elle nous sert d'ingrédient jusqu'à outils de nettoyage. Et du coup ça me fait penser à ce projet au Sénégal, où en fait la construction d'un château d'eau, donc ça a permis d'apporter une ressource pour l'agroécologie, mais j'imagine aussi que ça a aussi créé un lien social, donc ça a permis au village de vivre. On voit sur la photo ces femmes qui viennent chercher l'eau au château d'eau. C'est ce type d'action que permet AgriSud. Vous apportez quoi par exemple dans la construction d'un château d'eau? Vous apportez le savoir-faire, etc., la mise en relation? Oui, alors l'eau est un facteur essentiel en effet. Oui, d'accord. Et de façon globale, sur la planète, 70% de cette eau est utilisée pour l'agriculture ou l'élevage. Le reste étant utilisé pour l'alimentation, si on peut dire, les besoins quotidiens, mais aussi pour l'industrie, comme on disait tout à l'heure. La proportion est un peu moindre pour la France. L'industrie en utilise beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que, de façon générale, on voit que très vite peut s'installer une compétition entre les besoins de l'agriculture et les besoins de l'industrie et les besoins quotidiens. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de conflits sur notre planète sont liés au problème de l'eau. Je ne vais pas revenir sur le conflit israélo-palestinien. À la base, c'est ça. Et il y en a bien d'autres comme ça. Et l'eau et le foncier, etc. Donc il y a toujours un problème, et souvent un problème d'arbitrage, et d'autant plus entre l'eau, enfin, entre les besoins agricoles et les besoins humains, j'allais dire, hein, et un arbitrage qui ne se fait pas de façon toujours en faveur des uns ou des autres, parce qu'il n'y a pas forcément les bons arbitres en quelque sorte. Hein. Et encore une fois, c'est ceux qui ont le pouvoir qui vont bénéficier de cette capacité à faire en sorte que ça les arrange plus que les autres. Donc nous, en tant que tiers, en quelque sorte, on se retrouve dans des contextes où il faut, à un moment donné, être en capacité, non pas à savoir arbitrer, c'est pas nous qui allons arbitrer, mais à donner la capacité à ces populations de bien poser l'ensemble des enjeux pour que ces arbitrages se fassent en conséquence et à la faveur de tout le monde. Et on parle souvent, dans des contextes où on est, de gestion intégrée de la ressource en eau. C'est pas pour rien. Et c'est pas seulement des châteaux d'eau. Un château d'eau au Sénégal, c'est vrai qu'on va construire un château d'eau pour alimenter les besoins en eau pour les périmètres maraîchers, et en même temps, et heureusement, ça va servir à la population qui verrait mal qu'on construise un château d'eau juste pour les plantes. Oui, ben non, puis ça serait donc c'est une façon d'intégrer en fait ces besoins de part et d'autre, mais plus compliqué. Et lorsqu'on arrive dans des paysages agricoles, où on voit souvent d'ailleurs des problèmes de désertification de ces paysages, des arbres qui sont abattus pour des raisons de pauvreté, pour des raisons de dérèglement climatique, enfin toutes sortes de raisons, et petit à petit les sources s'amenuisent en quelque sorte, se réduisent. Pourquoi? Parce que les arbres qui étaient sur ces pentes ne retiennent plus cette eau qui va s'infiltrer pour alimenter les sources. Donc à l'aval, les populations ont de moins en moins d'eau potable, enfin pour les besoins. Comme on voit sur les schémas sur la fiche du Madagascar, on voit très bien les schémas qui expliquent. Et les agriculteurs n'ont plus d'eau suffisante pour. Donc, comment on peut imaginer cette façon de reconstituer ces paysages, et c'est là qu'intervient l'agroécologie, l'agroforesterie, qui va permettre de positionner des arbres, des haies, de façon à ce que lorsque la pluie tombe, l'eau puisse s'infiltrer de façon raisonnable dans le sol et pouvoir permettre d'enrichir finalement les sources. Donc cette composition globale du paysage, et qui va permettre donc aux agriculteurs d'exercer leur métier d'agriculteur, et en aval aux familles, qui sont d'ailleurs souvent des familles d'agriculteurs, de bénéficier de cette eau. Donc c'est une vision vraiment très globale qu'il faut avoir, et qui ne peut pas s'intéresser simplement à l'agriculture, qui ne peut pas s'intéresser simplement aux besoins. Bon, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Et je pense que c'est un peu une des spécificités d'AgriSud,
que d'avoir cette vision un peu globale. On dit systémique, c'est un gros mot, mais c'est le système, un système global qui s'intéresse à la fois aux aspects, bien entendu, humains, sociaux, qui s'intéressent aux aspects économiques, parce qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas d'économie derrière, qui s'intéresse aux aspects évidemment environnementaux. C'est là qu'on en revient au triptyque que vous évoquiez tout à l'heure. Je vous entendais dire donc parler de gestion d'un territoire où finalement on met en place des haies, où on réhabilite un territoire pour pouvoir que l'eau soit pérenne dans ce territoire. C'est-à-dire que est-ce que ce système-là, est-ce qu'on l'a perdu en France et est-ce que du coup on n'aurait pas à réapprendre de ces pays du Sud finalement, où en fait on a un apprentissage Sud-Nord et non pas Nord-Sud comme on peut l'avoir sur la technologie, les moyens de transport. Est-ce que finalement du coup on n'a pas à réapprendre via ces pays-là, parce que moi quand je regarde autour de nous les champs on ne voit plus aucune haie. Est-ce qu'on n'a pas un danger qui nous guette entre guillemets, où finalement nos ressources on risque de les perdre si on ne met pas en place aussi ces choses-là qui sont finalement ce qu'on mettait en place il y a plusieurs années, c'est assez récent. Il n'y a pas si longtemps que ça, et le savoir-faire existe encore en France. Le savoir-faire existe, oui. Et nos anciens, c'est même pas nos anciens, hein, c'est la génération précédente, il n'y a pas tant de temps que ça. Donc, et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de notre potentiel agricole et on en subit les conséquences aujourd'hui. Avec des canicules comme aujourd'hui, on voit à quel point l'agriculture est fragilisée. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'on a préservé justement ces haies qui sont autant des biotopes, mais des endroits où l'eau peut être conservée, où c'est un exemple parmi tant d'autres. La biodiversité, où le sol peut rester fertile. Je reviens au sol, le sol fertile, le sol vivant qui va donner des plantes vivantes, une alimentation vivante pour des êtres vivants. Qui va être nourrissant. Qui va donner des territoires vivants. Mais tout ça est très important parce que si on manque un des éléments du système, ça ne va pas fonctionner. Donc le potentiel, enfin le savoir-faire, il existe encore chez nous. Et moi je vois avec satisfaction qu'il revient à la mode, si on peut dire. Et beaucoup se disent, bon Dieu, on a perdu un peu tout ça et c'est important de le remettre en place. Donc, mais c'est vrai que dans les pays du Sud, il y a des pratiques sur lesquelles on ferait bien de prendre exemple. De prendre exemple, bien entendu. Enfin, de reprendre exemple, oui, finalement. Tout à fait, et sur lesquels on travaille. Et moi, je veux bien, quand on a notre guide agroécologique, qu'on dit à certains qu'on fait ça au Sud, nous dit « Ah, mais on fait la même chose, ou on pourrait faire la même chose au Nord. » Donc, encore une fois, c'est du bon sens. Mais la difficulté, c'est de savoir poser un vrai diagnostic sur le contexte dans lequel on intervient. Il ne faut pas dire on va faire de l'agroécologie pour l'agroécologie, on va utiliser telle pratique pour telle... Non. Poser un diagnostic et se dire, bah tiens, dans ce contexte-là, finalement, est-ce que cette pratique-là ne serait pas utile? Mais en termes de retour du nord vers le sud, moi je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses. Et on s'en inspire, nous aussi, mais on voit à quel point ce qui arrive au sud de façon un petit peu exagérée, parce que les phénomènes sont encore plus violents chez eux que chez nous, au sud. C'est ça. Au nord, je pense que ça nous inspire sur ce que il va nous tomber dessus dans quelques années, et qui commence à nous tomber dessus. C'est ça, on voit déjà les effets, donc c'est pour ça finalement... On voit les effets, donc ça doit nous encourager vraiment à anticiper sur ces effets et aller justement vers ces pratiques qui vont permettre d'atténuer et de s'inscrire dans des schémas qui vont nous aider à passer ces difficultés, parce que... Peut-être un jour la création d'AgriNord finalement, parce que finalement dans les pays du Nord on aura besoin aussi de réhabiliter des territoires. Bon. On en a parlé, on en a parlé avec Emmanuel Vasnex, votre président, qui disait à quel point notre discours était la façon de présenter AgriSud et pouvait être très très pertinent dans certains territoires français. Exactement. Déjà bien malmenés, et le sera dans quelques années si on ne fait pas ce qu'il faut justement pour préserver ces territoires au plan économique, au plan social, au plan environnemental, ça c'est clair. Hein.
Est-ce que quand vous, du coup, vous voyagez, vous allez peut-être parfois sur le terrain, ou même vous avez des remontées de vos collaborateurs qui font les allers-retours, quels sont leurs sentiments quand eux, ils reviennent finalement de ces pays-là et qu'ils ouvrent le robinet et qu'ils voient l'eau couler de manière assez banale finalement, parce qu'on en a l'habitude et c'est notre quotidien et on s'y est habitué. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Est-ce qu'on se dit bah j'ai de la chance, il faut que je fasse quelque chose pour cette ressource? Quel est le sentiment qu'on a après ça? Bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir ce sentiment de constater ou de se dire à quel point l'eau est précieuse. Et quand on ouvre le robinet, on voit quelle facilité on a accès à cette eau. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est la qualité de cette eau. Elle est translucide, elle est d'une couleur magnifique. Et ça me projette quelques années en arrière, quand je vivais en Afrique, et même quand j'étais volontaire, encore plus loin, que cette eau était tellement rouge, parce qu'elle venait d'un fût qui était posé sur le toit, et tellement chaude. Souvent, j'y pense. Mais en effet, c'est des choses qu'on oublie très facilement, parce que ça fait partie de notre environnement quotidien. L'eau n'est pas toujours la même, des fois. Mais regardez aujourd'hui, regardez à quel point, pardon pour la caméra, mais on a tous notre petite bouteille d'eau, parce que sinon, au bout de quelques heures, on ne tient plus, quoi, hein, forcément. Hein. Donc on voit dans des contextes un peu où justement les phénomènes sont très forts, comme aujourd'hui, à quel point l'eau est importante. Et on se repose des questions sur l'agriculture, sur l'utilité de l'arrosage. C'est ça. Est-ce qu'il faut vraiment arroser du maïs en plein été alors que c'est une plante qui pousse l'été et qu'il n'y a pas d'eau dans beaucoup de régions? Alors évidemment, on va chercher dans les nappes phréatiques de l'eau, mais au détriment de qui? Est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions un peu plus globales? Est-ce qu'il ne faut pas se dire, mais il y a peut-être d'autres cultures, on pense souvent au sorgho, choses comme ça, ou d'autres, hein, qui pourraient être aussi utiles pour l'élevage. Non, je ne suis pas sûr qu'on se pose au fond ces questions. Il faut vraiment des phénomènes comme aujourd'hui ou en ce moment pour interpeller globalement l'ensemble des parties prenantes et pour se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas j'en reviens à ces signes avant-coureurs de ce qui se passe au Sud. Est-ce qu'il ne faut pas dès à présent réfléchir à des modalités qui nous permettraient de ne pas aller dans le mur? De rendre tout ça un peu plus durable, oui. C'est des questions que c'est vrai que nous aussi on essaye de se poser, que ce soit en tant que citoyen, j'imagine, s'il y a certaines personnes sensibilisées, ou que ce soit ici chez LSDH, on a une station d'épuration, on a plein de choses qui nous permettent de rendre cette eau un peu plus durable, mais c'est vrai qu'on est toujours dans l'optique où comment on peut faire plus, et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant le modèle d'AgriSud, parce que finalement, comment on peut faire plus, c'est en mettant tout le monde autour de la table. Et c'est là où AgriSud a cette force, c'est de pouvoir rassembler les parties prenantes. Là, j'ai cette image du projet au Laos, où finalement le territoire, si je comprends bien, est un peu plus vaste que d'habitude, et où on a besoin de mettre énormément d'acteurs autour de la table et de les rassembler, et finalement de se dire comment on peut faire mieux, comment on peut être plus efficace. C'est la similitude est proche, et ça c'est intéressant, et justement c'est comment AgriSud a cette légitimité de mettre tout le monde autour de la table? Est-ce que c'est seulement AgriSud ou c'est d'autres? Vous faites juste peut-être partie d'un consortium qui rend les choses plus simples? Non, je pense que c'est encore une des spécificités d'AgriSud que d'être capable justement de travailler dans une logique multi-acteurs avec un ensemble de parties prenantes, en essayant de ne pas prendre trop parti pour les uns ou pour les autres, même si notre mandat social fait que nous travaillons pour les plus démunis. Pour la population locale. Évidemment, pour les... Bon. Mais l'idée, c'est de ne pas se griller non plus dans les démarches que l'on fait avec les autres parties prenantes. Et objectivement, de se poser un petit peu... animateur... tiers, on appelle ça un tiers partie ou une tierce partie qui va permettre de poser un ensemble, de poser une situation globale, avec l'avantage que, contrairement peut-être à la France, bien souvent, c'est peut-être l'autorité administrative qui va jouer ce rôle. Nous, on n'est pas une autorité administrative. C'est peut-être là la valeur ajoutée. Un tiers, et qui a confiance, probablement, puisque ça marche assez bien,
des autres parties prenantes et qui va permettre justement de poser ces problèmes. Et en effet, d'analyser les situations dans toutes leurs dimensions, d'aider tout le monde à se projeter. Pour prendre le cas du Laos, c'est intéressant parce qu'on a des territoires très fragiles où il peut y avoir des excès de déforestation pour de l'élevage, pour de l'agriculture, pour du bois de chauffe, etc. C'est important que tout le monde se pose la question, mais ok, si on continue, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? C'est ça, j'allais vous demander quand on se projette, c'est-à-dire sur le long terme, c'est-à-dire on va jusqu'à penser à dans 10-15 ans, ou même plus. Bien sûr, oui. Sachant que dans des contextes de grande précarité, c'est difficile de se projeter à moyen long terme. Souvent, la projection, c'est 1 mois, 2 mois, quelquefois 1 semaine. Des gens qui n'ont rien dans la poche, l'objectif, c'est de nourrir la famille. Hein. C'est ça, dès le au soir. Jour le jour, et qu'est-ce qu'on va devenir la semaine prochaine ou dans 1 mois. Donc comment on peut aider les populations à se projeter, comment associer les organisations, les associations locales, les services techniques locaux, les partenaires ONG, l'administration, pour voir comment mettre ensemble en fait ces problématiques, ces préoccupations, comment les uns et les autres peuvent comprendre les préoccupations des autres. L'État arrivant en disant « moi j'ai des injonctions de plus haut niveau qui me disent il ne faut pas déforester. Oui, mais nous, si on ne déforeste pas, on crève. Comment on fait? Bon. Plus d'espace. Donc, comment on peut poser intelligemment les sujets, les problèmes? Comment on peut se projeter ensemble? Et à partir de là, comment on peut proposer en fait un plan de développement sur le moyen-long terme, court, moyen-long terme, qui prend en compte ces difficultés et qui associe effectivement l'ensemble des parties prenantes. Alors je dis ça, ça a l'air facile, mais c'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a toujours des parties cachées qui n'apparaissent quelquefois qu'après, qu'a posteriori, et qui vont faire pression sur tel ou tel. Mais quand même, ça fait partie des solutions. Des solutions, cette nécessité d'asseoir autour d'une table un maximum de parties prenantes pour pouvoir poser une réflexion et des actions sur le moyen long terme. Comment vous estimez que votre travail est fait, que vous vous retirez et que du coup vous pouvez aller exercer vos compétences sur un autre projet? En travaillant sur les facteurs de pérennité, on évoquait ce mot-là, autonomie, pérennité. C'est l'autonomie en effet de l'agriculteur, de la famille, par la professionnalisation. On a les parcours de professionnalisation qui vont permettre de l'amener de la précarité jusqu'à l'autonomie, c'est très important. Des formations du coup? Formation en agroécologie, en conseil de gestion, accès au marché, etc. Donc ça c'est la base, mais tout seul dans un environnement qui ne serait pas porteur, cette TPE va disparaître. Bon. Donc deuxième aspect, c'est justement tout cet environnement d'accompagnement. Alors bien sûr, il y a les ONG locales, nos partenaires, qui vont prolonger ces actions, mais un élément clé aussi, c'est ce qu'on appelle les maîtres exploitants, qu'on arrive à mettre en place, un réseau qu'on arrive à mettre en place dans plusieurs pays, et qui sont des paysans qui ont réussi, des entrepreneurs qui ont réussi, et qui sont en capacité à prolonger et à servir de relais, de levier pour la formation, le suivi, l'accompagnement, la démultiplication de nos actions. Donc on travaille à la pérennisation de ces relais, ces réseaux de maîtres exploitants, et qui vont participer de cette pérennisation. Okay. Et puis on travaille aussi, bien entendu, sur l'environnement local, les services techniques locaux, transfert de compétences, transfert de savoir-faire, et de plus en plus dans le cadre des coopérations décentralisées avec les territoires, avec les élus des territoires. Quand je dis territoire, ça peut être un village, ça peut être une ville, ça peut être un département, ça peut être une province. Donc tous ceux qui, s'ils ne sont pas inclus dans cette démarche, risquent de la rejeter. Donc tout ça sont autant d'éléments de pérennisation. Donc là encore, il faut essayer d'avoir cette vision un peu globale et de travailler pendant toute la durée du projet à renforcer, créer du lien entre tous ces éléments et inscrire en effet la TPE, qui est l'unité de base, dans son territoire, faire en sorte qu'elle soit inscrite aussi dans les filières commerciales, on l'évoquait à l'instant, s'il n'y a pas de fluidité dans ces filières, s'il n'y a pas de bonne valorisation sur le marché, on revient au point zéro. Non, derrière, on ne peut plus se fournir. Donc il faut trouver aussi les bonnes façons d'informer, d'avoir des systèmes d'information, des systèmes d'organisation, de structuration professionnelle
très important aussi, j'allais l'oublier, mais comment organiser ces TPE, ces paysans en réseau professionnel qui va prendre en charge aussi à son tour une partie de ces... Qui coopèrent entre eux. Bien sûr, qui vont coopérer, qui vont représenter une force face à l'administration, le cas échéant, mais qui vont mettre en commun, qui vont mutualiser des besoins pour la commercialisation, pour la production. Sous une forme coopérative du... On peut appeler ça coopérative, qu'on peut avoir ici. On peut appeler ça groupement de producteurs, etc. Vous avez toujours autant de projets, là je regardais 33 en 2018. Comment vous voyez, vous, la suite 33 projets en ce moment, ça a été... En 2018, oui. En 2019 même, hein, enfin ouais. 2018-2019. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que depuis qu'on existe, on a mis en selle, où on accompagne 67 000 très petites exploitations agricoles familiales, ce qui représente plus de 600 et quelques mille personnes sorties de la pauvreté. Mais c'est loin d'être satisfaisant, compte tenu des problèmes que l'on connaît, compte tenu des problèmes qu'on évoquait, de dérèglement climatique, avec des phénomènes qui s'accélèrent, avec une pauvreté qui risque de s'accélérer aussi. Donc là, il y a du travail pour AgriSud, mais AgriSud n'est pas tout seul. AgriSud s'appuie sur ses partenaires locaux. J'expliquais comment on a le souci de transférer. AgriSud a des partenaires aussi au nord, avec lesquels on essaye de constituer une capacité, une force de proposition et d'action peut-être plus importante. Et puis, il faut qu'on soit aussi, si on veut mettre en œuvre des projets, plus de projets encore, à mobiliser des financements complémentaires, supplémentaires. Parce qu'il n'y a pas d'action comme celle-là sans financement. Exactement. Et donc c'est important de pouvoir mobiliser les pouvoirs publics, les financements publics. Je parlais de l'AFD, mais c'est l'Union européenne, c'est les institutions internationales, c'est les fondations, les entreprises. Et à ce titre-là, la LSDH est très bien placée parce que c'est quand même un partenaire depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Je voudrais rappeler qu'il y a 14 ans, on était venu ici pour présenter, à la demande d'Emmanuel Vasnex, un projet, enfin faire une proposition entre 3 projets pour embarquer en quelque sorte l'entreprise, c'est-à-dire le personnel, la direction, etc., dans nos actions. Dans un premier temps, voir comment contribuer financièrement, et là il y avait une opération absolument extraordinaire, c'est-à-dire chaque employé avait donné une partie de son temps, qui s'était traduit en financement pour le premier projet au Cambodge. L'entreprise avait abondé, avait donné autant, et la première année, on avait obtenu 70 000 € à peu près. Donc, ce qui avait permis de lancer le premier projet au Cambodge. Au Cambodge, donc. Et ce qui est intéressant, c'est que peu de temps, enfin quelques années après, je me souviens, il y avait 3 personnes qui avaient été tirées au sort au moment de l'Assemblée Générale pour aller évaluer ce qu'on avait fait sur le terrain, qui était parti avec le faire office de contrôleur, de voir comment c'était... Contrôleur, mais pour ramener surtout des témoignages. Et quels témoignages ils avaient ramenés. Alors, sachant qu'au début, quand j'avais fait un peu d'assistance psychologique, parce que ils étaient... pratiquement tous terrorisés à l'idée d'aller au Cambodge. C'était tellement loin, avec ce qu'on dit sur ces pays si lointains, le palu, les serpents, etc. Donc, mais bon, très vite, ils ont été rassurés, je pense. Et ils sont partis et revenus avec des témoignages incroyables, des images, des films, et surtout une capacité à restituer en fait ce qu'ils ont ressenti sur le terrain et le retour que l'on en ont fait les bénéficiaires. Hein. Alors au début, peut-être que c'était dans une idée d'un rapprochement un peu technique, en disant bah, tiens, l'SDH qui fait dans l'agroalimentaire peut apporter. C'est ce qu'on peut imaginer. Quand on va sur le terrain au Cambodge, chez les petits paysans comme ça, il y a un tel décalage entre ce qui se fait en France et ce qui se fait là-bas, que ça a été difficile, mais on a très vite vu, LSDH a vu à quel point AgriSud apportait sa valeur ajoutée pour ce genre de projet, et voilà comment donc... et de leurs propres yeux, du coup, avec les salariés. De leurs propres yeux, et comment le partenariat s'est prolongé, et se poursuit encore cette année avec une opération un peu originale sur le Maroc, où il s'agit de mettre en place un petit atelier. Alors, de transformation, ça n'a rien à voir avec les mais j'imagine ici, mais de transformation de légumes pour en faire des smoothies en quelque sorte, hein. Donc pour le marché local, bien entendu.
Et là, ça va peut-être et certainement mobiliser de la compétence ici, la compétence technique. Et c'est là qu'on peut apporter donc un mécénat de compétences. Oui, en quelque sorte, du mécénat de compétences et puis du mécénat financier qui va permettre de mettre en place ce petit atelier du côté de Ouarzazate, là-bas, dans les Palmeraies. Donc une contribution d'une entreprise, c'est très fort, c'est très important parce qu'on en parle. Moi, j'en parle beaucoup de ce partenariat avec LSDH, qui a fait levier sur un partenariat avec le Club Med pour approvisionner les villages, qui a fait levier sur un partenariat avec L'Oréal, qui met en place, qui s'appuie sur nous pour mettre en place du sourcing responsable. Au-delà de ça, encore une fois, ça fait levier. Ça a pu faire levier au fil des années sur d'autres partenariats d'entreprises ou de fondations d'entreprises qui sont autant de compléments de financement pour nos projets. Et c'est d'autant plus important qu'on ne peut mobiliser du financement public que si on est capable de mobiliser aussi du financement privé. Sinon, on ne peut pas obtenir. Voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on aura des ressources pour nous permettre encore d'aller plus loin dans ces actions que l'on mène, sachant que, vu les phénomènes, encore une fois, climatiques que la journée d'aujourd'hui nous rappelle, il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Et du coup, c'est vrai qu'en parallèle, une société comme LSDH ou d'autres partenaires, on bénéficie de ce retour d'expérience et finalement, on se plonge dans un monde, dans des pays, des projets qu'on ne connaît pas et finalement, la sensibilisation là-dessus, elle n'a pas de prix parce que quand on voit nos propres projets, ce qui peut passer comme un pays comme au Cambodge, après c'est des collaborateurs qui reviennent et qui partagent leur expérience et qui sont ravis de l'avoir fait et ça nous permet aussi de nous remettre en question, nous. Et du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvonique. Juste pour conclure, je voudrais juste rappeler la petite phrase que me ressort régulièrement Emmanuel Vasnex, parce que je n'ai pas dit comment s'est fait le premier contact entre LSDH et AgriSud. C'était dans le cadre du CJD, Centre des jeunes dirigeants, auquel appartenait à l'époque, je ne pense plus maintenant, Emmanuel. Et c'est là qu'il avait rencontré Jacques Baratier, qui allait prêcher souvent dans le désert, mais là il s'adressait à un public de jeunes, de jeunes dirigeants quand même attentifs à ces sujets. Et il avait, je pense, bien ébranlé Emmanuel dans ses réflexions. Et Emmanuel avait retenu une phrase de Jacques Baratier qui lui disait si tu ne t'occupes pas de la pauvreté, c'est elle qui s'occupera de toi. Je pense que ça le suit depuis longtemps. Il ne manque pas une occasion pour me rappeler, pour me redire à quel point le travail que l'on fait est utile. C'est ça. Parce que notre mission, c'est avant tout de faire reculer cette pauvreté. Merci beaucoup. Merci pour ce partenariat, l'exposition qu'on a pu faire. Et puis rendez-vous au Maroc alors. Très bien, avec plaisir. Vous êtes bienvenus. Merci, Yvonique.